Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui. Manu Dibango sur Africa numéro 1, la Marabouti. À la console de François, un générique anime le studio d'Africa numéro 1, au 33 rue de Faubourg Saint-Antoine à Paris. Du dimanche matin, Tito. Et nous la prenons. Le titre, Waka Zouzou, daté de 1982. Une musique de Manu prise dans son passé, mais toujours présente dans la vie des auditeurs. Un passé musical du monde que Manu Dibango revisite chaque dimanche avec Robert Brazza. Manu raconte l'histoire de ses rencontres. Entre deux chansons, commentaires des souvenirs, ses rires savent remplir le coin de sa joie de vivre. Obligé de l'accueillir. Puis, la mémoire de la musique africaine reprend l'antenne. On l'écoute, surtout que l'émission en cours rend hommage au musicien camerounais Francis Bébé. Alors, un des plus grands artistes que le continent ait pu avoir d'ailleurs, et du coup, on est honoré que ça soit chez nous au Cameroun. Il aime célébrer les artistes de chez lui et sa modestie ne le quitte pas, même quand on titille le chef de la section saxo mondiale. Mais il y a une nouveauté, je viens d'apprendre que je suis chef de section de saxo. Alors, je ne savais pas ça, donc je me remercie, quoi. Et vive notre pays. Sur les ondes, il veut faire de son complice Tito un grand Robert de la musique. Tant mieux pour Robert Brazza qui connaît bien la feuille de route du doyen Manu. Célébrer l'Afrique des musiques. Passion d'un artiste toujours plein d'allant. Notre Manu. Donc, c'est lui qui a fait le bon casting. C'était Africa numéro 1, nous étions dans le 17e. Il y avait Gilles Salah qui ne pouvait plus exercer. Manu Dibango himself m'appelle en me demandant de passer à la maison pour discuter d'une émission. Et là, je me dis, tiens, c'est étrange, la seule émission que je connais qui ait une telle richesse, un tel pont vers les temps anciens, c'est celle de Gilles Salah, le doyen Gilles Salah. Et il me parle justement de la relève et du fait qu'on lui ait proposé de reprendre l'émission. Et pour lui, ce qui est important, c'est de transmettre un peu le flambeau. On a commencé à construire ce que nous sommes en train de faire depuis pratiquement 20 ans. C'est-à-dire on a construit ça au 4-21 en plusieurs coups, quoi. Le temps qu'on s'installe, qu'on soit à l'aise, que le ping-pong fonctionne et tout ça. Et pendant qu'on est en train d'évoquer le projet et de préparer l'émission, Manu Dibango est en train d'écrire la bande originale du film Niafala de Flora Gomez. Et je vois passer des artistes, Dulce Mathias, Tony Reis, et entre deux accords au piano, ce qu'il écrivait, il me sort, voilà, un petit peu ce que sera l'émission. Il me parle d'une boutique où on trouverait des choses exceptionnelles, une boutique qui serait un peu comme celle du marabout, où on trouve des choses rares, la maraboutique. Et nous sommes à l'orée donc de ces années 2000, l'année 2000, et depuis, Paris se poursuit avec plaisir. Une rencontre qui m'a marqué, qui a débouché à un disque. C'est un des Noëls qu'on devait fêter. Et puis on avait fait venir des artistes comme les Saleh John, Henri Njor, des artistes du Cameroun d'ailleurs. Et il commence à jouer des morceaux qui sont des morceaux vraiment qui ramènent aux temps anciens, à l'âge d'or du Makossa. Et l'idée est tellement belle qu'il y a une chanson, deux chansons, trois chansons. Et ce All-Star qui est là présent sur le plateau à ce moment-là, on se doute à aucun moment qu'il va aboutir sur un disque, qui est pour moi un des disques les plus importants
de la musique africaine de ces dernières décennies. Kamer All Star, c'est un disque qui existe, mais qui n'aurait pas pu exister si on n'avait pas reçu ces artistes au studio d'Africa numéro 1 alors. Il y en a beaucoup, mais disons que le côté d'animateur de Robert me marque toujours parce qu'il a une connaissance de son dossier. On s'est retrouvé dans des endroits, dans des pays différents d'ailleurs, que ce soit à Malabo, que ce soit à Abidjan, que ce soit ici à Paris. Et ce monsieur-là, c'est un agent plus que multiple. Des anecdotes avec le doyen Manou, il y en a beaucoup dans le cadre de la radio, mais aussi hors des murs de la radio. Des gens, on s'est beaucoup baladé. On a fait des émissions au Cameroun, au Bénin, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Enfin, la liste est tellement longue. Et à chaque fois, il déplace, j'allais dire, cette chaleur qu'on a dans les studios d'habitude, il la déplace dans tous les endroits où on va. Et cette chaleur-là, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'affection. Je le considère comme un papa, je l'appelle papa hors micro. Et il y a une anecdote qui est quand même très forte, c'est le jour où je suis venu à la radio avec mon papa, c'est-à-dire mon père, et les deux se rencontrent, ils sont de la même génération, les deux bavardent, et à un moment donné, je les regarde et je me dis, ils sont en train de faire une émission, et moi je suis carrément en cale. Et ça a duré une demi-heure comme ça, mais c'est une demi-heure qui restera à jamais gravée, il y a même la photo d'ailleurs qui l'accompagne. Et je me dis finalement, chaque jour est un apprentissage. Et aussi bien mon père que papa Manou en l'occurrence me l'ont appris. Et c'est pour ça que je suis heureux de faire ce merveilleux voyage avec lui. Pour ça, je le remercie beaucoup d'ailleurs. Et sinon, que lui dire, c'est que je l'aime et que je vous aime aussi. Voilà. C'est comme le père et le fils d'ailleurs. Il y a du monde à cette deuxième partie de l'émission quand même. Et oui, du monde qui vient nous rendre visite, faisaient, allez, on va dire, leur gamme. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sur la place de Paris, mais avec quand même quelques états de service de Manou, parce que entre choristes, entre membres de groupe, entre nouvelles dimensions musicales et spirituelles, ils ont fait beaucoup de chemin. Voilà, quand tu parles de gamme, quand on les a connus, c'était dans le dos d'en bas. Hein? Alors là, ils font de Rémi façon, maintenant ils sont arrivés à la CIDO. Alors vous allez écouter leurs éclats de rire, ils sont deux, en commençant par une dame, alors le doyen Manou l'a taquiné d'ailleurs sur son nom. Ouais, slide, hein, ça slide. Ouais, deux hein? fois. 2 fois. C'est-à-dire pour le prix d'une, on en a deux. Une qui fait la variété, puis une autre qui s'en va vers l'alléluia. Voilà. Le fait de perpétuer les chansons, ça leur donne une éternité. Quoi. Là, tu as appris à Mio. Les gens, ils vivent à Mio, à cette époque-ci, avec une autre interprétation par rapport à l'original. Et puis, d'autres générations vont reprendre. Je donne toujours cet exemple ici, les Bach, les Beethoven, c'est bien parce qu'on les joue, que 3 siècles après, on les connaît. Si simplement l'artiste a composé un truc et qu'il n'y a que cet artiste-là qui joue, ben, ça va difficilement franchir le temps. Ouais. Mais si les jeunes arrivent avec un point de vue différent sur la chanson, ça lui donne la vie. Donc je recommande toujours aux artistes de prendre au moins un standard africain. D'ailleurs, comme ça, les standards sont connus au fur et à mesure. Il y a des choses que Louga fait, il y a des choses que Ernesto fait. Reprendre ça à sa manière, c'est lui donner, rendre vie. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les gens te découvrent davantage quand tu prends un standard. Et après, ils entrent dans ton truc après, à toi. Tu vois, il y a des... Il y a même toutes les générations qui... Voilà, ça fédère, ça fédère.
m'entends pas, je m'entends loin, je m'entends pas. Je sais que près. j'essaye de régler. Ah, voilà. Donc, comme on est pressé. Ah, mais bon. On va finir par Inginglaye. Voilà. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui. Excellence, chers camarades du village, chers mauvais politiciens, madame les dames, quand quelqu'un tombe à terre, il ne regarde pas la terre sur lui. Je suis ici en face de vous parce que ma place c'est ici en face de vous et non ailleurs.
On dit souvent que c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. C'est bien beau. Le vent de la démocratie a soufflé. J'ai entendu vos pleurs et me voici. Je vais au théâtre pour la première fois. Voilà, c'était au cours élémentaire 2, au lycée général Leclerc. Notre institutrice nous amène voir cette pièce dont je me rappelle très bien le titre, La malédiction héréditaire de Raymond Ekosono. C'est un dramaturge camerounais qui est mort dans les années 83. Bon, après, je viens continuer mes études à Bafoussam et je suis au collège Saint-Thomas d'Aquin en classe de 3e. Je vais alors à la rencontre de ce qu'on peut appeler véritablement la dramaturgie. Je comprends par le théâtre qu'on peut transcrire ces frustrations dans le théâtre, dans les textes. On peut les faire jouer par des gens et se regarder et revoir. Donc, du coup, je m'inscris au club théâtre du collège Saint-Thomas et je commence à travailler le club théâtre. Je vais devenir comédien au club théâtre parce que j'ai envie de comprendre le sentiment de l'interprète. Comment est-ce que l'interprète prend en charge le personnage qui lui est convié pour mieux savoir transcrire ça dans les pièces que j'avais envie d'écrire. La première pièce donc que je considère comme assez mûre pour faire partie de la liste comme début de mes pièces, c'est Kamwa ou l'œil du village que j'ai écrit en 1989. Je suis quelqu'un qui a une carrière de comédien assez remplie parce qu'aujourd'hui je suis le seul comédien camerounais de ma génération qui a fait 4 fois le Festival d'Avignon, 3 fois le IN, en jouant à la fois à la carrière de Bourbon et à la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc toujours 2 fois avec Frédéric Fisbach, 1 fois avec Dieudonné Nyangona, et l'autre fois en off avec Valérie Ngoma qui dirige la compagnie de la Ruche en Guyane, à Cayenne. Depuis 3 ans déjà, je donne des cours de dramaturgie à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, voilà, où j'accompagne les jeunes étudiants qui ont choisi à la fois le théâtre et le cinéma. Voilà, on essaye de partager avec eux les expériences que nous avons sur la dramaturgie, la construction dramatique d'une œuvre et tous les détails qui peuvent permettre à quelqu'un d'être un créateur en maîtrisant très bien le sujet traité. Un noble aime une jeune fille qui est déjà fiancée avec un roturier. Alors, il utilise sa casquette de noble pour avoir la femme. Et le jeune gars qui aime aussi sa femme ne laisse pas les choses se passer de cette manière-là et fait un bras de fer au noble. Dans le revers de la haine, il était question pour moi à la fois de réinterpeller le public sur le fait que la justice, la société doit être changée par les hommes qui ont de la vision, voilà, et les hommes qui sont responsables des autres hommes. On dit le fait d'être responsable de ceux avec qui on partage la vie, un espace, ça fait aussi qu'on a un sens de devoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Je suis parti des événements qui se passent aujourd'hui, mais je me suis inspiré de comment le village vivait avant l'arrivée du colon, avant l'arrivée de la colonisation. Parce qu'avant l'arrivée de la colonisation, le roi avait le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Voilà, depuis les indépendances, ce sont devenus des chefs supérieurs. Il y a la justice civile et la justice coutumière n'a pas beaucoup de poids. Mais elle a encore une symbolique de mort, parce qu'aujourd'hui, quand tu es condamné à mort dans le village, tu fais pendre une chèvre.
à ta place. Et toute la société la symbolise. La symbolique de pendre une chèvre fait comprendre à la société que tu as été pendu. Voilà, le revers de la haine, après sa publication, je me suis dit, parce qu'en 2006, j'avais fait déjà l'adaptation cinématographique. Donc j'avais déjà fait, et après sa publication, je me suis dit, pour accompagner le livre, il faut que cette adaptation sorte des tiroirs, voilà, qu'on essaye de produire, pour que le message soit mieux entendu et aussi que le livre ait beaucoup plus de vie, soit accompagné. Voilà, donc, mais l'adaptation pour mon village, étant donné que je me suis inspiré aussi d'une séance de justice rendue par le roi de mon village, et que le livre est arrivé à ses 30 ans de règne. Donc pour moi, le film a été dédicacé à ses 30 ans de règne, parce que il était au début de l'inspiration qui m'a fait écrire cette pièce, une justice qu'il a rendue. En tout cas, il a condamné quelqu'un à 12 ans d'exclusion dans le village, et 4 ans plus tard, il s'est rendu compte que la personne était innocente. Il a gracié la personne et condamné ceux qui avaient formaté le coup pour que la personne soit condamnée. Et je voulais lui rendre hommage aussi en lui disant, bon voilà, quelque chose qui est parti de toi a pris corps. C'est devenu un livre, ça peut devenir un film aussi. Votez-moi, chers camarades. Je suis le candidat du village. Et je vous remercierai très bien après les élections. Merci. Le coronavirus deuxième vague est une réalité dans notre ville. Les chiffres sont inquiétants au niveau du district de santé de la MIFI. Lavons-nous les mains à l'eau courante, à défaut de les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Évitons les attroupements inutiles. Restons à la maison et ne sortons que si c'est nécessaire. N'envoyons pas nos enfants faire du commerce ambulant dans les rues. Pour réussir une belle émission de Cameroun Feeling, il vous faut 15 grammes de classe de Eric Christiania, 20 grammes d'énergie positive de Patience, 25 grammes d'invités de choix, 15 grammes de découverte, 35 grammes de bonne humeur. Saupoudrez le tout d'informations culturelles. Cameroun Feeling, de lundi à vendredi, de 8h10 à 10h, on Sion TV. The Heart of the Nation. Le Covid-19 existe. Il tue, il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu, je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque comme je le fais, aussi simplement.
Ça commence bien, hein? Ça commence bien. Longtemps, le large sourire et le rire tonitruant de Manu Dibango ont accompagné l'image d'un saxophoniste jovial et généreux. Mais bien avant d'avoir acquis cette notoriété méritée, le jeune Emmanuel Njoke Dibango dut batailler ferme pour résister au code de bonne conduite insufflé par son père. Douala, en ce temps-là, respirait la France coloniale et le destin des jeunes Camerounais reposait sur cette drôle de gouvernance lointaine. Et il n'était pas rare que l'on choisisse bon gré mal gré de suivre une voie tracée par l'histoire d'un pays dominateur. En 1949, Manu Dibango va brutalement découvrir le déracinement et la solitude de l'adolescent perdu dans un pensionnat de Saint-Calais, dans la Sarthe. Je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. Donc à 15 ans, tu n'as pas la connaissance quand même de ton pays. D'ailleurs, africain, c'est beaucoup plus occidental que l'africain. Moi, au départ, je suis camerounais, comme vous êtes français. Après, vous êtes européen. Après, donc, je suis africain. Mais je ne suis pas d'abord africain. Vous voyez, et puis, à 15 ans, vous changez de monde. Vous arrivez d'un pays qui est colonisé, parce que c'était encore la colonisation. Vous arrivez donc, entre guillemets, à la mère patrie. Donc, vous changez de monde. Bon. Mais votre enfance ne vous a pas permis de connaître votre pays, ni de connaître les héros éventuels qu'il y a dans votre pays. Bien, vous arrivez ici, qu'est-ce qu'on voit en majorité des Noirs américains? Vous êtes tous noirs, c'est après que vous voyez qu'il y a des différences. Mais au départ, c'est eux qu'on voit, il n'y avait pas de télévision encore, mais c'est eux qu'on voit dans les journaux, c'est eux qu'on écoute à la radio, c'est les grands sportifs, c'est eux, et tout ça. Donc, forcément, c'est normal de vous identifier à eux, Catinor aussi quand même. Son engouement pour la force expressive des Afro-Américains sera l'échappatoire tant espéré. Aux grandes dames de ses aînés, Manu Dibango va progressivement délaisser ses études trop académiques pour une éducation plus spontanée et immédiate, la musique. Il crée son premier grand big band, croise la route de Dick Rivers, Nino Ferrer et devient à leur côté une figure du paysage musical français. Mais ce statut encore modeste va bientôt se transformer en renommée internationale quand, par le plus grand des hasards, la phase B d'un 45 tours destiné à soutenir l'équipe du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations se retrouvera propulsée sur les ondes de la radio WBLS à New York. Nous sommes alors en 1972 et Saul Makossa vient d'entrer dans l'épopée des musiques noires. Chacun amène une petite pierre. Et chacun amène sa goutte d'eau. Dans ce qu'on peut faire, les sportifs, ils en font autant, les artistes, ils en font autant. Et forcément, je suis probablement l'un, parce que ne serait-ce que par là, je suis l'un des doyens, toujours en exercice. Alors évidemment, ma conception a généré, parce qu'à partir d'un tube, vous ouvrez, vous avez une clé. Au départ, vous n'avez pas la clé, mais vous avez une clé que vous ouvrez. Vous ouvrez certaines portes. L'accession de la musique, des musiques africaines en Occident. Ce qui était folklore avant devient quand même bankable. Ça devient le business et tout ça. Après, vous avez les Youssou N'Dour, vous avez beaucoup de gens après. Mais il fallait bien ouvrir cette porte-là et en fait, j'étais le concierge qui était là, quoi. Il serait injuste et irrespectueux de ne retenir que ce grand classique de Manu Dibango. Après 80 ans d'une vie trépidante, le fringant patriarche continue d'avancer et finalement résiste à l'érosion du temps. Quand vous parlez aux jeunes gens qui rêvent, et c'est bien de rêver, voilà, vous leur dites, voilà, mais il y a ça, mais attention, derrière ça, il y a ça. Mais vous ne savez pas la galère que l'artiste en question a eue. Vous le voyez seulement, il vous émerveille quand vous le voyez. Donc c'est le côté réussite et vous ne voyez pas derrière les difficultés, des choses comme ça. Mais il faut sensibiliser les gens. Je crois que c'est même là où c'est important. Il faut quand même les prévenir que ce n'est pas ce qu'on pense toujours. Voilà. Mais donc, il faut rêver. Mais par contre, le rêve est ouvert à tout le monde. Quel est votre rêve aujourd'hui? Demain, les rencontres. Manu
Manu Dibango sur Africa numéro 1, la Marabouti. À la console de François, un générique anime le studio d'Africa numéro 1. Au 33 rue de Faubourg Saint-Antoine à Paris. De dimanche matin, Tito. Et nous la prenons. Le titre, Waka Zouzou, daté de 1982. Une musique de Manu prise dans son passé, mais toujours présente dans la vie des auditeurs. Un passé musical du monde que Manu Dibango revisite chaque dimanche avec Robert Brazza. Manu raconte l'histoire de ses rencontres. Entre deux chansons, commentaires des souvenirs, ses rires savent remplir le coin de sa joie de vivre. Obligé de l'accueillir. Puis, la mémoire de la musique africaine reprend l'antenne. On l'écoute, surtout que l'émission en cours rend hommage au musicien camerounais Francis Bébé. Mais alors, un des plus grands artistes que le continent ait pu avoir d'ailleurs, et du coup on est honoré que ça soit chez nous au Cameroun. Il aime célébrer les artistes de chez lui et sa modestie ne le quitte pas, même quand on titille le chef de la section saxo mondiale. Mais il y a une nouveauté, je viens d'apprendre que je suis chef de section de saxo. Alors je ne savais pas ça, donc je me remercie quoi. Et vive notre pays. Sur les ondes, il veut faire de son complice Tito un grand Robert de la musique. Tant mieux pour Robert Brazza qui connaît bien la feuille de route du doyen Manu. Célébrer l'Afrique des musiques. Passion d'un artiste toujours plein d'allant. À 84 ans, notre Manu, donc c'est lui qui a fait le bon casting. Après l'émission, après la musique, rencontre avec Manu Dibango pour parler d'autre chose, c'est rare, mais de politique. Allons-y. Manu Dibango, bonjour. Bonjour le Gabon d'ailleurs, par la même occasion. L'actualité a obligé le monde à jeter un coup d'œil sur Paris, qui a vécu l'élection d'Emmanuel Macron. Un autre Emmanuel, votre homonyme. Ah, je te vois venir avec Emmanuel. Quelque part mon bobo, avec quand même quelques décennies de différence quoi. Tout le monde a dit ouf, hein, c'est-à-dire on savait pas ce qui allait tomber sur la tête des gens pour tout le monde. Et en fait, c'est bien pour la France parce que elle a besoin d'un sang neuf, et même pour l'Europe. Du coup, il faut rafraîchir tout ça. On espère que c'est l'oiseau rare qui arrive et qui va rafraîchir les problèmes européens. Parce qu'il n'y a pas que la France dans cette histoire. La France n'est pas indépendante dans ce sens-là. Elle est dépendante non seulement de son environnement, mais aussi d'autres continents, entre autres notre continent. Et puis au passage, on a quand même été impressionné par la soirée du Triomphe au Louvre où on a vu des artistes sur scène comme à Salfo. Est-ce qu'on doit y voir le fait que, devrait-on y voir que les artistes font de la politique ? C'est déjà un clin d'œil à la diversité. Hein? Le pays est divers, il n'est pas mono, il est au minimum stéréo. Vous voyez? Donc, pour montrer un exemple, d'ailleurs, une des collaboratrices d'Emmanuel, c'est une Sénégalaise qui est là depuis le début. Donc, ce côté qu'on avait tendance peut-être à édulcorer ou à cacher, à nous montrer qu'une seule couleur, c'est ce côté, c'est symbolique de prendre un Salfo ou quelqu'un d'autre. Je veux dire, on a pris quelqu'un pour montrer précisément les reliefs que ce pays peut avoir et qu'on veut toujours un peu cacher peut-être. Et c'est certainement là aussi notre exception française, et à propos j'ai envie de dire terre d'ouverture. Là du coup oui. Non mais vous savez on est voisins, il n'y a que la Méditerranée qui sépare notre continent de la France et puis on a une longue histoire quand même entre nous. L'histoire elle est faite de pas mal d'histoires. C'est vrai que les Français sont venus tard chez nous, hein. Ils sont venus à la Première Guerre mondiale alors qu'ils sont au Sénégal depuis 4-5 siècles. Donc on n'a pas toujours les mêmes histoires. Le continent c'est un continent mais il y a une série d'Afriques qui sont des Afriques. On n'a pas les mêmes approches des problèmes parce que il suffit pas d'être noir. Je veux dire qu'un Français n'a rien à voir avec un Russe, mais ils sont blancs.
Voilà. Donc il faut mettre les choses là où il faut les mettre, quoi. Mais néanmoins, nous avons des intérêts communs. Il s'agit tout le temps maintenant d'équilibrer les intérêts des uns et des autres. Il ne faut pas que la balance soit toujours négative pour certains et puis positive, ou trop positive et pas assez positive. On recherche un équilibre. Et toute une vie en France, on doit le dire à votre propos, doyen Manou, 68 ans, l'expérience et le regard pour parler du trait d'union entre l'Afrique et la France. En 2002, quelques presses sur Internet rapportent qu'en 2002, vous avez soutenu Jacques Chirac au détriment de Le Pen. Est-ce que vous faites de la politique ? Oh non. Alors là, je t'arrête tout de suite, je ne fais pas la politique. Si je veux faire la politique, je vais dans mon pays. Mais si je suis dans un pays étranger, j'ai ma carte de résident, moi. Voilà, donc je suis... Ceux qui disent que vous avez pris... Ouais, ils disent ce qu'ils veulent, moi je te dis ce que moi je suis. Les ondits, il y a plein des ondits, tu vois. Ça, je pense pas que ce soit français. Bon, voilà, donc on arrête ça. Ça ne sert à rien, ça n'amène rien. Par contre, le fait que je sois là depuis, il faut remonter à l'histoire, parce que nous avons quand même eu les Français comme que la Société des Nations nous a donné. Donc moi, je suis issu de cette époque où, malgré tout, on peut dire qu'on était colonisé, quoi. Donc je n'ai pas la même histoire que quelqu'un qui est né là il y a 2 jours. Moi, je suis venu ici en 49. Donc qui suis-je ? Je suis le produit des deux. Ni plus ni moins. À la limite, je peux dire que je suis un être hybride. Parce que j'ai au moins 2 conceptions de la vie. Mais c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai eu ma puberté et tout ça. Ça n'empêche pas que je suis un Camerounais. Mais en fait, il y a plein de Français qui vivent au Cameroun. Est-ce qu'ils sont Camerounais ? Ils sont Français. Mais ils vivent au Cameroun. Moi, je suis un Camerounais vivant en France. Voilà. Si on met les choses comme ça, on comprend plus facilement. Sur ces chemins où vous avez partagé la richesse des rencontres, c'est un doyen Manou qui est très modeste, mais qui a une fois... Non, je suis pas modeste, je suis lucide. Qui, 1000 fois, j'exagère peut-être. Oui, mais il faut exagérer, vieux, pour que les gens comprennent. A été à l'Élysée. Donc, probablement proche d'1, 2, 3, 4 présidents. Vous en avez connu combien ? Oui, c'est une bonne question. Je suis arrivé ici, le président c'était Vincent Auriol, donc en 49. Après, il y a eu plein de présidents. Tous ces présidents-là, je les ai connus. Oui, j'ai la chance, peut-être 6-7 présidents. Depuis 49 jusqu'à 2017, il y en a eu tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Donc, j'en ai connu plein. Il y en a que j'ai connu beaucoup plus que d'autres, avec qui, naturellement, j'avais des atomes crochus. Et puis, c'est comme dans la vie, en fait. Tu choisis tes amis, par affinité, vous êtes bien ensemble ou pas. Il y a des présidents que j'ai fréquentés. C'est une longue histoire. Mais enfin, c'est pas ça qui me fait jouer du saxo. Non, on sait que vous êtes le chef de la section saxo, nous y arrivons, mais quand même, j'insiste parce que... Oui. J'insiste parce que la presse prête quelques traits à Emmanuel Macron, qui est un peu le résumé de quelques autres anciens chefs d'État qui sont passés par le passé. Il vient d'arriver, on ne connaît pas encore, tu vois, et puis il a un parcours extraordinaire. Est-ce que tu penses qu'en 1 an, il a conquis l'Élysée, là où les gens passent peut-être 35, 40, 50 ans sans même approcher. Et ils sont juste à l'Assemblée ou députés ou ministres ou sénateurs. Lui, il est parti. Et le bon point d'ailleurs pour Hollande, c'est que c'est Hollande qui a été le chercher, qu'il a trouvé un talent et qu'il a pris comme conseiller. Donc ne serait-ce que ça, quoi. Donc il a eu le nez de choisir le bon gars. Après, il y a toujours le meurtre du père, hein. On connaît ça. Et c'est la vie qui veut des choses comme ça. Mais il est arrivé au bon moment où on a besoin d'un sang neuf
De toute façon, dans cette politique française, ils ont besoin de par leur comportement, de par leur vécu, de par leur histoire, ils ont besoin d'un sang neuf à un moment donné. Non, mais j'ai connu très bien tonton Mitterrand. À travers lui, je l'ai connu. Pourquoi j'ai connu d'abord Hervé Bourges, qui a ouvert les CJ, ça s'appelait, voilà. Et je le connais toujours, c'est un ami intime, voilà. À partir de lui, j'ai fait beaucoup de rencontres. Le père Mauroy, qui était le maire de Lille, pour des gens que je connais bien, quoi, comme Jacques Lang, qui s'occupe de l'Institut du monde arabe, sont des gens que je connais. Hollande, je l'ai connu aussi parce que c'est grâce à lui, en fait, que je veux dire que la France a participé à cette histoire de la CAN, du mondial, voilà, au Brésil. Et Hollande a donné un coup de main à la francophonie, voilà. Et je l'ai connu avant qu'il soit président. Je l'ai connu quand il était il était chef du parti socialiste à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai connu Sarkozy, mais j'ai moins connu l'homme et le président, mais je l'ai connu quand même, parce que les rencontres... Giscard, je peux pas dire que je l'ai connu, mais j'ai joué pour lui quand j'habitais la Côte d'Ivoire. Et on avait même fait un morceau pour lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà des gens que je connais, quoi. Pompidou, je ne l'ai pas connu parce qu'au moment où il était là, moi j'étais aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis quand Pompidou était là, et puis même quand il est tombé malade et tout ça. Un homme de très grande culture. Alors, est-ce que la jeunesse d'Emmanuel Macron vous a impressionné? La jeunesse, dans son cas, c'est un atout quand même. Il a fait un parcours républicain. Voilà, quelqu'un qui a été brillant à l'école. Il a eu tous les diplômes. Il a fait la banque et il a quitté la banque. Parce qu'on ne gagne pas tellement des 1000 et des 100. En tout cas, par ici, on ne gagne pas des 1000 et des 100 avec la politique. Or, il aurait pu rester à la banque si c'était pour l'argent. Il n'avait pas besoin de quitter la banque pour ça. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours quand même assez particulier. Sa femme est 20 ans plus âgée que lui. C'est une équation assez spéciale, hein, ce gars. Donc maintenant, donnons-lui le temps qu'il s'installe. Et puis si Dieu veut, dans 6 mois, si on se revoit, on fera le point sur ce qu'il est en train de monter. Mais c'est remarquable. Une question que je voulu poser tout à l'heure. Oui. Quand on est le chef de la section saxo-mondiale... Je ne connaissais pas ça. On joue à l'Élysée comme on veut. Il y a une nouveauté, je viens d'apprendre que je suis chef de section de saxo. Alors, je ne savais pas ça, donc... je me remercie, quoi. Non, mais j'ai été plusieurs fois à l'Élysée, j'ai fait pas mal de rencontres à l'Élysée, j'ai été reçu officiellement en tant que grand témoin de la francophonie il n'y a pas encore longtemps. Et j'ai été reçu à plusieurs reprises à l'époque de tonton. Mais c'est pas là, c'est pas parce que tu joues à l'Élysée que c'est bien, quoi, mais c'est... Je veux dire... Vu de loin, c'est différent. Comment? Quand on voit ça de loin, c'est différent. Ah, probablement. Mais enfin, le but, c'est pas ça. Le but, c'est que le téléphone, il sonne chez toi tout le temps, que tu aies les doigts qui sont capables de répondre au coup de fil. J'ai quand même noté que le doyen insiste en disant tonton. Pourquoi tonton? Mais parce que tout le monde l'appelait tonton. Tout simplement, Mitterrand, on l'appelait tonton. Hein. Je veux dire, je ne suis pas le premier. Il était plus connu de ce côté. Ici, on l'appelait tonton. Il y a des gens à qui on attribue un prénom, un surnom, un truc comme ça. Et lui, il était beaucoup connu, pas en France, comme tonton Mitterrand. D'ailleurs, François Mitterrand, qui a contribué à donner une meilleure exposition à la musique africaine, ici, en France, mesure bien battue. Il mesurait le temps. Parce qu'il y a plusieurs périodes en France. Vous savez, dans les années 80, quand la musique africaine est entrée chez les Français, jusqu'aux années 80, on ne connaissait pas la musique africaine ou les musiques africaines. On connaissait 2 ou 3 individualités, mais on ne connaissait pas réellement
l'Afrique. Et c'est grâce à Jacques Lang, qui était ministre de la Culture à cette époque-là, à qui Mitterrand a donné les moyens de faire connaître des cultures différentes, des cultures du tiers-monde. Et c'est très important ça, parce que jusque-là, on n'avait pas accès. Pour beaucoup de raisons, l'Afrique était là, mais déjà les disques africains ne pouvaient pas sortir en France à cette époque-là. Ils étaient en import simplement. On pouvait enregistrer ici. Les artistes qui étaient là, connus à cette époque-là, ils avaient un contrat export. Il y avait Philips export, Decca export, Pathé Marconi export, des disques destinés à l'Afrique. Très peu de gens le savent. C'est à partir du moment où il y a ce Sol Makossa, ce fameux Sol Makossa, que la France a ouvert la musique africaine, lui a donné dans les lettres de noblesse. Et très peu de gens savent ça. Et l'histoire s'améliore, s'embellit avec, l'instauration de la journée mondiale de la musique. Je crois que c'était sous Jacques Lang aussi. Oui, c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'il a créé le 21 juin de leur entrée dans les ordres de la République. Ils ont créé donc quelque chose qui existe maintenant pratiquement dans le monde entier. Et c'est encore une fois à cette époque-là qu'il y a eu les Touré Kunda, tous les gens qui étaient là à cette époque-là, qu'on voyait donc dans tous les théâtres, dans toutes les salles de spectacle. Ça n'avait jamais existé. C'est arrivé au bon moment et de plus en plus ça se refermait. Ça se refermait politiquement, les trucs étaient fermés. Enfin, ça a été très compliqué. Donc on attendait quelqu'un qui allait peut-être redorer le blason d'une façon... la diversité était un peu en prison. On a l'impression qu'on a libéré la diversité. La France, terre d'ouverture. Dans un entretien avec Marie-Roger Villois, elle a fait part de ce que la France n'a peut-être pas encore atteint le même degré d'ouverture. Non, mais la différence, je m'excuse de te couper. Les États-Unis, les Américains, ils sont tous Américains. Nous, en Afrique, on est d'abord Africains. Et peut-être il y a des Français, mais d'origine africaine. Et qui viennent de plusieurs pays. La situation n'est pas la même. On est noir, certes, mais on est noir africain, on est noir américain, on est noir des îles, ou on est noir brésilien, tout ça. Ce n'est pas la même situation. Il faudrait poser la question aux Antillais qui, eux, sont français. Et de toutes les façons, la partition du métissage, du brassage se joue et chaque... Mais elle est obligée de jouer parce que les dom-toms, où est-ce qu'on les met? Demain, à la limite, on peut dire les Africains en Afrique. Bon, mais on va pas dire aux Antillais, les Antillais, où ça? Aux Antilles, les Antilles sont françaises. Maintenant, si on dit la France aux Français, c'est bien, il n'y a pas de problème, à condition que l'Afrique aux Africains. Comme ça, ce serait bien. Si on part dans ce genre de raisonnement, il n'y a pas de problème. La France, ils ont droit. Mais nous aussi, on a droit, dans ces conditions-là, de dire, l'Afrique aux Africains. Le discours du Front National, par exemple. C'est pas rassurant pour tout le monde d'avoir ce genre de langage et de se refermer. Quoi qu'il en soit, c'est jamais rassurant de se refermer parce que le monde a du mal à se refermer. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre dans un îlot en permanence. Hein, il faut aller chercher l'eau quelque part. Donc tu es obligé de sortir de ton pays. Bon, il faut aller chercher l'uranium quelque part, par exemple. Ça ne se fabrique pas ici, c'est pas ici qu'il y a l'uranium. Donc tu es obligé de sortir. Donc on est interdépendant. Quand on cultive un langage d'exclusion, ça peut se retourner contre vous. Tout simplement. Vous avez droit. Tout le monde a droit. C'est la démocratie. Il ne faut pas donner de leçons. Simplement, à un moment donné, vous aurez besoin d'un moins que rien dans votre vie. Vous aurez sûrement besoin de quelque chose. Alors, personne n'est supérieur à l'autre. Parce qu'on arrive nu, on part nu. Hein? Même si tu es milliardaire, est-ce que tu pars avec? J'ai envie de conclure sur ce sourire en marche avec le chef de la section saxo mondiale. Ça c'est une nouveauté pour moi. Je suis donc chef de section.
En avant. Super, en marche pour un monde de l'ouverture. Ouais. Oui, voilà, c'est bien dit. Ouais. Exact. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Bonne journée. Allez, merci. C'est le Cameroun qui vous dit merci. Ben, moi, je dis bonjour et merci au Cameroun. Merci parce que je suis Cameroun, donc je peux dire merci à n'importe quelle heure. Et vous pouvez aussi. Oh, bonsoir. Merci infiniment. Je me suis là-dessus. Ah, il faut bien. Ouais, mais donc c'est lui qui a fait le bon casting. Et vive notre pays.